Je vous propose de regarder maintenant un peu plus en détail le contenu du bilan en commençant par les actifs. Nous allons prendre chacune des rubriques que nous avons évoquées l'une après l'autre en commençant par les immobilisations corporelles. Quels sont les principaux constituants des immobilisations corporelles? Quels sont les postes que l'on trouve le plus souvent dans les immobilisations corporelles? Ils sont généralement au nombre de 4. On trouve d'abord des terrains, si l'organisation est propriétaire de ces terrains. On trouve des constructions, si l'organisation est propriétaire des bâtiments dans lesquels elle exerce son activité. On trouve aussi des installations techniques, des matériels et des outillages qui regroupent tous les matériels, équipements, véhicules, etc. dont dispose l'entreprise pour exercer son activité. Et puis enfin, parce qu'il faut être prudent, on pourra avoir une rubrique autre immobilisation corporelle pour toute immobilisation corporelle ne correspondant ni à des terrains, ni à des constructions, ni à des équipements. Les principaux postes des immobilisations incorporelles sont essentiellement des brevets, licences, des marques, des logiciels, d'une part, ou bien des fonds de commerce, des droits au bail, d'autre part. Bref, il s'agit d'actifs nécessaires à l'activité de l'entreprise, mais qui n'ont pas d'existence tangible. Il est clair que si l'entreprise a besoin d'un brevet pour exercer son activité, ce brevet est nécessaire au même titre qu'un matériel permettant de produire ce qu'il convient de produire. Pour ce qui est des immobilisations incorporelles, je vais insister sur un point. Elles posent de grosses difficultés en matière de reporting, pour 2 raisons. La première raison vient de leur caractère immatériel. Elles n'ont pas de substance physique. Il n'est donc pas possible de les observer. On n'est donc jamais véritablement sûr de leur réalité. Par ailleurs, les immobilisations incorporelles sont par nature extrêmement spécifiques. Et du fait de cette spécificité, il est extrêmement difficile de les évaluer. C'est la raison pour laquelle il est interdit de faire apparaître dans le bilan des immobilisations incorporelles qui auraient été créées en interne. En revanche, on peut très bien faire apparaître des immobilisations incorporelles acquises. La logique de ce principe est le suivant. On est sûr de l'existence d'une immobilisation incorporelle puisqu'il y a une transaction. On est sûr de la valeur de l'immobilisation incorporelle, c'est le prix de la transaction. Le vendeur, il n'y a aucune raison pour qu'il ait vendu moins cher que la juste valeur. L'acheteur, il n'y a aucune raison pour qu'il ait payé plus cher que la juste valeur. Donc on est sûr de l'existence de l'immobilisation incorporelle acquise et on connaît sa valeur. On est tout sauf sûr d'une immobilisation incorporelle créée et en tous les cas on ne connaît pas sa valeur. Les seules immobilisations incorporelles que vous trouverez dans un bilan, ce sont les immobilisations incorporelles acquises, pas celles qu'on a créées en interne. Vous avez acheté une marque, vous pouvez la faire apparaître. Vous avez créé une marque, il n'est pas question qu'elle apparaisse. Pour ce qui concerne des stocks, les principaux stocks que l'on va trouver, ce sont des stocks de matières premières, d'en cours de production ou de produits finis pour les entreprises industrielles. Ce sera des stocks de marchandises pour les entreprises commerciales. Pour ce qui concerne des créances, on aura essentiellement 2 postes de créances. Le premier poste, on l'appellera client. C'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, tous les montants dus à l'entreprise par ses clients qui ne règlent pas dès qu'ils prennent réception des marchandises. Et puis il y aura un deuxième poste, c'est les acomptes versés. Si l'entreprise verse à un fournisseur un acompte, tant que le fournisseur n'a pas livré le bien ou le service, l'entreprise peut considérer qu'elle a une créance vis-à-vis de son fournisseur. Ou réciproquement, le fournisseur peut considérer qu'il a une dette vis-à-vis de l'entreprise. Donc ces acomptes versés s'analysent comme des créances clients. Et enfin, pour ce qui est des postes de trésorerie, ces postes de trésorerie sont de 3 types. Dans la caisse, on mettra l'argent liquide immédiatement disponible. Dans le poste banque, on mettra les montants immédiatement disponibles en banque. Et enfin, dans le poste valeur de placement, on mettra les montants immédiatement disponibles, mais qui ont été placés
afin de produire des intérêts. Bien évidemment, pour que ces valeurs de placement soient assimilables à la trésorerie, encore faut-il qu'ils puissent être récupérés immédiatement. Faisons avec les capitaux propres et passifs ce que nous venons de faire avec les actifs. Les principaux postes de capitaux propres sont le capital, les montants directement investis par les actionnaires, les réserves, les montants directement investis quand la totalité des bénéfices n'ont pas été prélevés, le résultat de l'exercice tant que celui-ci n'a pas été affecté, et il n'est affecté qu'en fin d'année. Ce peut être des subventions d'investissement qui sont définitivement acquises et à ce titre assimilables à des fonds propres, et ce peut être enfin des provisions. Je reviendrai plus tard sur les provisions, mais je peux déjà vous dire que ces provisions font qu'on utilise le terme de passif plutôt que le terme de dette. Pour ce qui est des emprunts, il y a peu de choses à dire. Je préfère que l'on passe quelques instants sur les dettes d'exploitation. Les dettes d'exploitation sont de 3 types. Ce sont d'abord des dettes fournisseurs, autrement dit les montants que l'entreprise doit à ses fournisseurs. Puis des acomptes reçus, autrement dit le symétrique des acomptes versés. Les montants que l'entreprise a reçus de clients en échange de prestations ou de biens qu'elle est censée livrer. Et tant que l'entreprise n'a pas livré ses prestations ou ses biens, elle est censée avoir une dette vis-à-vis de ses clients. Et ça peut être enfin des dettes envers l'État ou des organismes sociaux. L'idée étant que, entre le moment où l'organisme social réclame les montants dus, entre le moment où l'État réclame les montants dus et le moment où ces montants sont payés, il peut se passer un délai. Pendant ce délai, l'entreprise a une dette vis-à-vis de ces tiers que sont l'État et les organismes sociaux.